Avez-vous déjà tenu un billet de loterie gagnant et l'avez-vous utilisé comme serviette? C'est exactement ce qu'a fait Preston Jackson. Il pensait être l'homme le plus intelligent de la pièce. Un directeur financier en pleine ascension, avec un costume Brian sur mesure, une maîtresse magnifique à son bras et une invitation au gala le plus exclusif de Manhattan. Il pensait que sa femme, Geneviève, n'était qu'une femme calme et simple qui l'attendait à la maison avec un plat mijoté. Il avait tort. Complètement faux. À la fin du toast au champagne, Preston allait non seulement perdre son emploi, mais aussi son identité. Voici l'histoire d'un homme qui est entré dans un temple du diamant en roi et en est ressorti comme un intrus dans sa propre vie. Preston Jackson ajusta ses boutons de manchette, apercevant son reflet dans la vitre de son bureau d'angle de la 54e rue. Il aimait ce qu'il voyait. À 34 ans, il était directeur des acquisitions chez Archer Company, une société d'investissement de taille moyenne avide de racheter des entreprises plus petites. Mais Preston était encore plus avide. Il avait la mâchoire, l'ambition et la moralité d'un requin dans un étang à Carpacoy. Mais malgré toutes ces postures, Preston avait un problème de trésorerie. Le style de vie qu'il projetait, la location de l'Audi RS7, l'adhésion au Soho House, les dîners au Lukaku, le saignaient à blanc. Il vivait au jour le jour avec un salaire qui aurait dû le rendre riche. Tout cela parce qu'il avait besoin que le monde pense qu'il était déjà riche. Et puis l'enveloppe est arrivée. Elle n'était pas seulement masculine, elle était épaisse, de couleur crème, avec des dorures en relief qui ressemblaient à de l'argent sous ses doigts. Le gala annuel de la Fondation Vanderhilt. Les yeux de Preston s'écarquillèrent. L'événement Vanderhilt n'était pas seulement une fête, c'était le sommet de la vieille fortune à New York. Nous parlons ici du genre de richesse qui ne crie pas. Et elle murmure. Les Rockefeller, les Ayers, les poids lourds européens qui atterrissent à Teterboro dans des jets privés dont les numéros d'immatriculation sont impossibles à tracer. Les billets ne se vendaient pas. Ils étaient accordés. Comment diable ai-je obtenu ça? Marmonna Preston en retournant la carte. Il n'y avait pas de nod, juste son nom. Monsieur Preston Jackson. Son esprit se mit immédiatement à tourner à toute vitesse. Cela devait être grâce à son récent travail sur la fusion avec le groupe Kensington. Quelqu'un avait remarqué quelqu'un d'important. C'était ça, son entrée dans le cercle fermé. S'il parvenait à décrocher un client lors de ce gala, il n'obtiendrait pas seulement une prime, il deviendrait associé. Il serait à l'abri pour le reste de sa vie. Il vérifia la date. Ce samedi, à l'hôtel Pierre sur la 5e avenue. Il se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres, et prit son téléphone. Il n'appela pas sa femme, Geneviève. Il appela Tiffany. « Chérie », murmura Preston dans le combiné. « Annule ton service et va chez Bergdorf's. Je t'emmène sur le tapis rouge. » Tiffany était tout ce que Geneviève n'était pas. Elle était bruyante, avait 23 ans, était mannequin sur Instagram avec 50 000 followers et exigeait de l'attention comme le feu exige de l'oxygène. Geneviève. Geneviève était beige, c'était le seul mot qui la décrivait. Elle était bibliothécaire, bon sang. Elle portait des cardigans. Elle sentait de la vanille et le vieux papier. Elle était sûre, fiable et complètement ennuyeuse. Lorsque Preston rentra chez lui ce soir-là dans leur modeste appartement du Queens, la seule chose qu'il possédait réellement, même s'il détestait les trajets quotidiens, Geneviève était devant la cuisinière, en train de remuer le risotto. « Tu es en retard », dit-elle doucement, sans lever les yeux. Elle ne semblait pas en colère, juste fatiguée. « Le travail, Jen. Tu sais comment c'est, la fusion. » Preston mentit sans effort. Il desserra sa cravate, la regardant avec un mélange de pitié et d'agacement. Elle portait un pantalon de survêtement trop grand. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Difficile de croire qu'elle n'avait que 30 ans. On aurait dit qu'elle avait abandonné toute envie de vivre depuis une décennie. « Je dois travailler samedi. » « 2, dit Preston en attrapant une bouteille d'eau gazeuse. « Dîner tardif avec un client. »« Ne m'attends pas. » Geneviève marqua une pause. La cuillère cessa de racler la casserole. « Samedi. Mais c'est notre anniversaire. »« Preston. 5 ans. » Preston se figea. Il avait complètement oublié. Il se retourna, esquissant un sourire douloureux. « Je sais, chérie. Je sais. Et ça me tue. Mais c'est un gros contrat. Si je le décroche, on pourra enfin déménager en ville. On pourra t'acheter cette nouvelle bibliothèque que tu voulais. » Geneviève se tourna pour le regarder. Ses yeux avaient une teinte inhabituelle de bleu-violet.
la seule chose qui frappait chez elle. Pendant une seconde, il crut y voir une lueur acérée, de l'amusement, de la froideur. Mais elle cligna des yeux et cela disparut, remplacé par cette résignation docile à laquelle il était habitué. « D'accord, Preston, dit-elle doucement. Si c'est pour notre avenir, vas-y. Tu es la meilleure, dit-il en embrassant rapidement son front, calculant déjà mentalement combien une table au gala vaudrait s'il parvenait à se faire une place dans un fonds spéculatif. Il ne remarqua pas que Geneviève ne lui rendit pas son baiser. Il ne le remarqua pas en s'éloignant. Elle sortit une lourde enveloppe crème avec des dorures en relief de la poche de son tablier, la regarda un instant, puis la jeta à la poubelle. Les 3 jours suivants furent un tourbillon de mensonges. Preston dut liquider un petit compte de retraite pour financer la soirée, mais il se dit que c'était un investissement. Il a dépensé 4 000 $ pour louer un smoking. Pas n'importe quel smoking, mais une veste en velours à revers en pointe Tom Ford qui respirait la sophistication. Il devait avoir l'air d'être à sa place dans une pièce remplie de milliardaires. Puis, il y avait Tiffany. « Preston, regarde ça !» s'écria Tiffany en sortant de la cabine d'essayage de Bergdorf Goodman. Elle portait une robe argentée transparente à paillettes qui ne laissait que très peu de place à l'imagination. Elle était voyante. Elle était sexy. Elle était complètement inappropriée pour un gala de la vieille argenterie. Mais Preston ne le savait pas. Pour lui, être riche signifiait être tape à l'œil. « Tu es magnifique, » dit Preston en tendant sa carte de crédit au vendeur. Il ignora le léger sifflement lorsque le montant de 6 500 $ fut débité. « Ce n'est pas grave, » se dit-il. « Une seule transaction samedi couvrira tout ça. » Pendant que Preston dépassait sa limite de crédit, Geneviève était chez elle. L'appartement était calme. Elle entra dans la chambre et ouvrit le fond de son placard. Là, poussé derrière des rangées de manteaux en laine et de vestes en jean, se trouvait un sac à vêtements estampillé d'un blason, un lion tenant un diamant. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement une robe. C'était un morceau de l'histoire de l'architecture. Une robe vintage Christian Dior couture des années 1950. De la soie bleu nuit qui ressemblait à de l'encre liquide. Elle avait appartenu à sa grand-mère. Geneviève toucha le tissu. Elle n'était plus Geneviève Jackson, la bibliothécaire à cet instant. Son téléphone vibra sur la table de chevet. C'était un SMS d'un contact enregistré sous le nom d'Arthur. Bureau familial. Arthur, tout est prêt pour samedi. Madame, l'équipe de sécurité a été briefée. Le nom de Monsieur Jackson figure sur la liste des invités, comme vous l'avez demandé. Êtes-vous sûr de vouloir procéder à la disposition des places? Geneviève répondit immédiatement. Geneviève, oui. Placez-le à la table 14, près des portes de la cuisine, mais assurez-vous qu'il ait une vue dégagée sur la scène. Arthur comprit et fit l'annonce. Geneviève, procédez comme prévu. C'est l'heure. Elle posa le téléphone et regarda la photo de mariage sur sa commode. Preston avait l'air si suffisant, même à l'époque. Sa main reposait de manière possessive sur son épaule. Il l'avait épousée parce qu'il pensait qu'elle était facile à contrôler. Il pensait qu'elle était une personne qu'il pouvait modeler à sa guise. Il ne lui avait jamais posé de questions sur ses parents. Il ne lui avait jamais demandé pourquoi elle ne voulait jamais rendre visite à sa famille dans le Rhode Island. Il était tellement obsédé par son avenir. Il ne lui avait jamais demandé d'où elle venait. Elle l'avait aimé. Autrefois, elle l'avait vraiment aimé. Elle pensait que son ambition était de la motivation, pas de la cupidité. Elle pensait que son arrogance était de la confiance en soi. Mais pendant 5 ans, elle l'avait vu la tromper, lui mentir et la rabaisser. Elle l'avait vu dépenser leurs économies pour des apparences tout en lui refusant des choses élémentaires. Elle n'était plus triste, elle s'ennuyait et Geneviève Vanderhilt ne tolérait pas l'ennui. Le samedi arriva avec une pluie torrentielle, comme d'habitude à New York en octobre. Preston dit à Geneviève qu'il partait vers 16 heures. Il prétendit avoir une importante réunion de préparation avant le dîner. « Amuse-toi bien », lui dit Geneviève. Elle était assise sur le canapé, en train de lire un livre. Elle ne se leva pas. « Joyeux anniversaire, Jenna. Nous fêterons ça la semaine prochaine. C'est promis. Au revoir, Preston. » Dès que la porte se referma, Geneviève se leva. Elle se redressa, le menton levé. Elle se rendit dans la salle de bain et sortit une trousse de maquillage qu'elle cachait sous le lavabo. Des marques de la Mère et Chanel dont Preston ignorait l'existence. Elle composa un numéro. « Emmenez la voiture,
pas la Mercedes, emmenez la Rolls, la Phantom. Pendant ce temps, Preston allait chercher Tiffany. Elle sauta dans son Uber noir, sentant le parfum synthétique capiteux et l'excitation. « Chérie, on va voir des célébrités? » demanda-t-elle en réappliquant du gloss. « Mieux que des célébrités, Steve. On va voir les gens qui possèdent les célébrités. » Preston se vanta. « Souviens-toi, suis mon exemple. Ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse la parole et ris à mes blagues. »« Je sais, je suis ton trophée, » dit-elle en gloussant. Ils arrivèrent aux pierres. L'entrée était une forteresse de parapluies noirs et de flash. Les paparazzi criaient des noms que Preston reconnaissait grâce au Wall Street Journal. Il y avait Elon, il y avait le PDG de Goldman Sachs, il y avait un véritable prince royal de Monaco. Preston sentit une montée d'adrénaline. Il bombait le torse, saisissait la main de Tiffany et foulait le tapis rouge. Il s'attendait à ce que les appareils photo flashent, mais ce ne fut pas le cas. Les photographes baissèrent leurs appareils à son passage. L'un d'eux cria « Dégagez le passage, faites place aux vrais invités. » Preston rougit. Il précipita Tiffany à l'intérieur en marmonnant « Faille, ils ne reconnaîtraient pas la classe même si elle leur sautait aux yeux. » Ils arrivèrent au comptoir d'enregistrement. Une femme sévère à lunettes regarda par-dessus son bloc-notes. « Non, Jackson Preston Jackson. » Il le dit fort pour que les personnes derrière lui, le PDG d'une grande compagnie aérienne, l'entendent. La femme parcourut la liste. Son doigt s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui, puis vers Tiffany, son regard s'attardant avec désapprobation sur la robe à paillettes qui répandait des brillants sur le sol. « Ah oui, Monsieur Jackson, vous êtes attendu. »« Excellent. » Cependant, poursuivit-elle d'une voix glaciale, il y a eu un léger changement. « Vous n'êtes pas dans la salle de bal principale. » Preston sentit son estomac se nouer. « Excusez-moi, vous êtes à la table 14. Elle se trouve dans la section supplémentaire près de l'entrée de service. Veuillez emprunter le couloir latéral. » Débordement. « Savez-vous qui je suis? J'ai reçu une invitation personnelle. »« Je suis au courant, » dit la femme en tournant son attention vers le prochain invité. Suivant. Preston était furieux. Il attrapa le bras de Tiffany. « Erreur. C'est une erreur administrative. Nous réglerons cela à l'intérieur. Une fois que j'aurai trouvé l'autre, je ferai renvoyer quelqu'un pour ça. » Ils empruntèrent le couloir latéral, s'éloignant des lustres et de l'orchestre. L'air se réchauffa, embaumant le steak et le liquide vaisselle. Ils débouchèrent dans la salle de bal par l'arrière, juste à côté des portes battantes de la cuisine, où les serveurs allaient et venaient avec des plateaux de caviar. Leur table était petite, bancale, et se trouvait juste derrière un grand pilier. « Preston, je ne vois rien, » se plaignit Tiffany, « et ça sent l'oignon. » « Tais-toi, » siffla Preston en scrutant la pièce. La salle de bal était une mer de diamants et de smoking. Les tables centrales étaient surélevées, et tout à l'avant se trouvait la table d'honneur. Elle était vide, réservée au conseil d'administration de la fondation. « Il suffit de se mêler aux invités, » dit Preston en se levant. « Allez, allons au bar. » Il traversa la salle, essayant de croiser le regard de personnes importantes. Il repéra Gerald Fordyce, associé gérant d'une entreprise qu'il essayait de courtiser depuis des mois. « Monsieur Fordyce, » Preston sourit, tendant la main. « Preston Jackson, Archer & Company. Nous avons échangé des emails la semaine dernière. » Ford regarda la main de Preston, puis la robe de Tiffany, puis à nouveau le visage de Preston. Il ne lui serra pas la main. « Jackson, c'est ça? » Ford eut un petit rire sinistre et jeta un coup d'œil à un collègue à côté de lui. « C'est bien vous. » « Ah, peu importe. C'est audacieux de votre part d'être ici ce soir, Jackson. Très audacieux. Excusez-moi, profitez du spectacle, mon garçon. Car je l'ai dit, dit-il en lui tournant le dos. Preston sentit une sueur froide lui picoter la nuque. Audacieux. Qu'est-ce que cela signifiait? Soudain, les lumières s'éteignirent. Un silence s'est abattu sur la salle. Un projecteur a éclairé la scène. Un homme en smoking s'est dirigé vers le micro. « Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue au 75e gala annuel Vanderhilt Diamond. Ce soir est une soirée spéciale. Ce soir, nous ne collectons pas seulement des fonds pour les arts. Ce soir, la famille a une annonce historique à faire concernant l'avenir de l'Empire Vanderhilt. » Preston a chuchoté à Tiffany. « Regarde ça. C'est là que se trouve l'argent, » a poursuivi l'annonceur.
Au cours des 5 dernières années, les héritiers de la succession ont vécu dans l'anonymat, observant le monde afin de mieux comprendre les besoins de l'homme ordinaire. Elle a vécu parmi nous, travaillé parmi nous et s'est mariée parmi nous. Une vague de chuchotements parcourut de la foule. Ce soir, elle reprend sa place de présidente du conseil d'administration. Veuillez accueillir la grande duchesse de la soirée, Mademoiselle Geneviève Vanderhilt. Les lourds rideaux de velours à l'arrière de la scène s'ouvrirent. Le verre de champagne de Preston glissa de ses doigts. Il se brisa sur le sol, mais il ne l'entendit pas. Une femme est montée sur scène, mais ce n'était pas la femme en pantalon de survêtement qu'il avait quittée 3 heures plus tôt. Elle portait une robe Dior bleu nuit. Autour de son cou, elle arborait le collier Aurora, une cascade de saphirs et de diamants que Preston avait vu dans des magazines et dont la valeur était estimée à 50 millions de dollars. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, révélant une mâchoire aristocratique qu'il n'avait jamais remarquée sous son habituel air abattu. Elle marchait avec la grâce d'une reine. Elle semblait puissante. Elle semblait terrifiante. Elle regarda directement la table 14. Puis, elle sourit. Le bruit de la flûte de champagne qui se brisait sembla résonner dans le silence qui suivit l'entrée de Geneviève. Un serveur se précipita immédiatement avec une pelle, ses mouvements agressifs et irrités, marmonnant. Les invités débordants salissent tout. Preston ne bougea pas. Il en était incapable. Son cerveau était en ébullition, essayant de concilier 2 images impossibles. La femme qui découpait des coupons pour du yaourt grec le dimanche matin et la monarque vêtue de saphir qui commandait l'attention de la salle la plus riche de Manhattan. Preston, qu'est-ce qui se passe? Tiffany tira sur sa manche, agacée par le liquide renversé qui éclaboussait ses talons. Qui est-ce? Pourquoi la regardes-tu comme si tu avais vu un fantôme? Elle est plutôt âgée, non? Tais-toi, murmura Preston d'un ton sec, les yeux rivés sur la scène. C'est ma femme, s'écria Tiffany dans un rire sec et aboyant. Ta femme, la bibliothécaire. Preston, chérie, tu as trop bu. Cette femme porte un collier qui vaut plus que toute ta vie. C'est elle, c'est Geneviève. Sa voix tremblait. Le déni était fort, mais les preuves étaient plus fortes encore. Les yeux, ses yeux bleu-violet saisissants qu'il avait ignorés pendant des années, étaient désormais agrandis sur les écrans géants qui flanquaient de la scène. Il balayait la salle avec une intelligence et une froideur qu'il n'avait jamais vu diriger vers lui. Soudain, tout s'était mis en place. Les conversations chuchotées à son arrivée, l'attribution des places près de la cuisine. Le commentaire énigmatique de Gerald Ford. « C'est audacieux de ta part d'être ici ce soir, Jackson. » Il savait. Tout le monde dans cette salle savait. Il n'était pas l'étoile montante intelligente qui enfonçait les portes de l'élite. Il était le bouffon de la cour, invité uniquement pour amuser la reine. La sueur perlait sur son front, faisant couler son coûteux autobronzant. Il avait la nausée. L'odeur de la hotte de la cuisine derrière lui, mélange de graisse frite et de désinfectant, devenait insupportable. Sur scène, Geneviève prit le micro. Sa voix, habituellement douce et hésitante à la maison, était résonnante, remplissant la salle de bal caverneuse avec une aisance acquise à force de pratique. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle. « Pendant 5 ans, je me suis éloigné de la Fondation. J'avais besoin de voir le monde non pas depuis un piédestal, mais depuis le sol. Je voulais comprendre ce que signifiait lutter, espérer et, oui, faire confiance. » Son regard se posa brièvement sur la table 14. C'était subtil, mais pour Preston, cela ressemblait à un rayon laser. « J'ai beaucoup appris sur la confiance au cours de ces 5 années, » poursuivit-elle, un sourire ironique effleurant ses lèvres. Plus précisément, sur son caractère volatile. L'héritage des Vanderhilt a toujours consisté à discerner la valeur réelle des imitations bon marché, qu'il s'agisse de diamants ou de personnes. La foule rit poliment. Preston avait l'impression de s'étouffer. « Preston, je n'aime pas ça. » Tiffany gémit, sentant le changement d'atmosphère. Les personnes assises aux tables voisines se retournaient sur leurs chaises, regardaient Preston, puis chuchotaient derrière leurs mains. Elles ne l'admiraient pas. Elles le disséquaient. Tout le monde nous regarde, et pas d'une bonne manière. Partons d'ici. Nous ne pouvons pas partir, siffla Preston en agrippant la table bancale. Ses jointures étaient blanches. Pourquoi pas? Parce que, répondit Preston en regardant sa femme tenir la salle dans le creux de sa main.
Si je franchis ces portes maintenant, je pars sans rien. Si je reste, je peux peut-être arranger les choses. C'était ma femme, Swan. Elle-même, ce n'est qu'une comédie. Il se mentait à lui-même et il le savait. Mais l'alternative, accepter qu'il ait été complètement et totalement manipulé par la femme qu'il considérait comme insignifiante, était trop dévastatrice à accepter. Les discours se terminèrent et l'orchestre entama une valse. Le centre de la salle se libéra pour laisser place à la danse. Geneviève descendit de la scène, immédiatement entourée d'une foule de gardes du corps et de siphons. Le maire lui serrait la main. Le PDG d'un grand conglomérat technologique s'inclina légèrement. Preston se leva. « Où vas-tu » demanda Tiffany en attrapant sa pochette. « Saluez ma femme, reste ici. Ne bouge pas, ne parle à personne. » Preston Jackson ajusta sa veste en velours, prit une profonde inspiration et entreprit la plus longue marche de sa vie, depuis les portes de la cuisine jusqu'au cercle VIP. Traverser la salle de bal lui donnait l'impression de traverser un champ de mine. À mesure que Preston s'approchait du centre, l'air semblait différent, plus frais, parfumé de fleurs coûteuses plutôt que de graisse de cuisine. Il fut intercepté à 2 reprises par de grands hommes équipés d'oreillettes avant même d'avoir pu s'approcher. « Non ?» Le chef de la sécurité grogna, lui bloquant le passage comme un mur de granit. « Preston Jackson, je suis son mari, » dit Preston, essayant d'imprimer de l'autorité dans sa voix, mais celle-ci sortit étranglée. Le garde parla dans son micro-cravate. La cible approche du périmètre. Identité confirmée. Il fit une pause, écoutant son oreillette, puis s'écarta avec un sourire narquois. « Elle vous attend, Monsieur Jackson. Passez. » Cible. Ce mot lui donna des frissons dans le dos. Il franchit le cercle intérieur. Geneviève tenait sa cour, un verre de champagne à la main, l'air serein. Elle le vit approcher. Elle ne sourit pas. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle attendit simplement. Le groupe autour d'elle, composé de titans de l'industrie et de mondains dont les noms étaient gravés sur les ailes des hôpitaux, s'écarta comme la mer Rouge. Il savait que le drame allait atteindre son apogée et qu'il voulait être aux premières loges. « Geneviève », dit Preston en s'arrêtant à 1 mètre d'elle. Sa voix était sèche. « Preston ». Son ton était parfaitement neutre. C'était la voix qu'elle utilisait pour commander un café, pas celle d'une femme confrontant son mari infidèle le jour de leur anniversaire de mariage. « Tu es magnifique », balbutia-t-il, les yeux rivés sur le collier de saphir. La taille des pierres était stupéfiante. « Merci. Il laisse rester trop longtemps dans le coffre-fort. Certaines choses ont besoin d'une occasion spéciale pour être mises en lumière. Tu ne crois pas, chérie? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu ne m'as rien dit? » Il essaya de baisser la voix pour que cela ressemble à une querelle conjugale intime, mais le silence autour d'eux était absolu. Tout le monde écoutait. « Je vais te dire, chérie, que ma famille a fondé cette ville, que je suis propriétaire de l'immeuble où se trouve ton bureau, ou que je sais que tu as contracté une 2e hypothèque sur l'appartement de notre reine il y a 3 jours sans ma signature pour payer ce smoking et la robe en strass que porte ton escorte près de la cuisine. » Un murmure collectif parcourut le cercle. Preston sentit le sang se retirer de son visage. Il était complètement exposé. « Geneviève, s'il te plaît, pas ici. Allons dans un endroit plus intime. » Il tendit la main vers son bras. Elle ne broncha pas, mais le chef de la sécurité fit un pas en avant. Preston recula immédiatement. « Nous sommes en privé. »« Preston, » dit calmement Geneviève en désignant la foule de milliardaires. « Ce sont mes pères, ma communauté. Je n'ai aucun secret pour eux. Contrairement à toi, je ne mène pas une double vie. » Elle but une gorgée d'eau, le laissant mariner dans son humiliation. « Au fait, » ajouta-t-elle d'une voix légèrement plus froide, « joyeux anniversaire, 5 ans. Ça a vraiment été très instructif. Jen, je t'aime. Nous pouvons en discuter, peu importe ce que tu penses savoir. » « Oh, arrête !» Elle l'interrompit, l'ennui transparaissant dans sa voix. « Tu te ridiculises et tu m'ennuies. Ce qui est pire. » Elle fouilla dans le petit sac en soie suspendu à son poignet et en sortit une enveloppe blanche ordinaire. Elle n'était pas de couleur crème avec des feuilles d'or. Elle était d'un blanc corporate austère. Elle la lui tendit entre 2 doigts manucurés. « Je t'ai apporté un cadeau, dit-elle. Considère-le comme un cadeau d'adieu. » Preston fixa l'enveloppe. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber lorsqu'il la prit. « Qu'est-ce que c'est? »« La vérité, » répondit Geneviève.
Elle se détourna de lui, le congédiant aussi facilement qu'on congédie un serveur qui s'est trompé dans la commande. Arthur fait escorter M. Jackson dehors. Il encombre la section VIP et assurez-vous que son invité l'accompagne. Ces paillettes présentent un risque d'incendie. Avant que Preston n'ait pu protester, deux grandes mains se sont agrippées à ses épaules. Il n'a pas été raccompagné. Il a été escorté. Il a aperçu son reflet dans un pilier recouvert de miroirs alors qu'on le traînait dehors. Son nœud papillon en velours était de travers. Son visage était pâle et en sueur, et son regard reflétait une terreur absolue. L'humiliation ne s'arrêta pas dans la salle de bal. Preston fut escorté à travers le hall du Pierre, devant des paparazzis qui étaient désormais très intéressés par la raison pour laquelle l'homme qui était entré en fanfare était expulsé. Les flashs l'aveuglaient. Ils trouvèrent Tiffany près du vestiaire, en train d'essayer de voler un vase qui servait de centre de table. Les agents de sécurité l'attrapèrent par le bras. « Deux. Hey, surveillez la marchandise !» Elle a crié. « Preston, qu'est-ce que tu as fait? Tu as énervé la vieille dame? » Ils ont été poussés par la porte latérale donnant sur la 61e rue. Il pleuvait toujours à verse. Preston n'avait pas de parapluie. « Mon manteau !» a crié Tiffany à la porte qui se refermait. « Mon châle Louis Vuitton est dedans. »« Oublie ce fichu châle, Tiffany !» a rétorqué Preston en essuyant la pluie de ses yeux. Il se tenait dans une flaque d'eau, ruinant ses chaussures en cuir verni loué. Il serrait contre sa poitrine l'enveloppe blanche que Geneviève lui avait donnée pour la garder au sec. Il avait besoin de savoir ce qu'elle contenait. Ils ont hélé un taxi, trempé et misérable. L'ambiance changea instantanément. Tiffany le regarda, le mascara coulant sur ses joues, entraîné noir. « Alors, dit-elle d'une voix dure, c'est elle qui a l'argent, pas toi. »« C'est compliqué, Tiff. »« Non, ça ne l'est pas. Tu es fauché. Tu as loué la voiture, tu as loué le smoking. Et tu m'as amené à sa fête comme un idiot. » Elle sortit son téléphone. « Uber jusqu'à chez moi. »« Dépose-le d'abord, » dit-elle au chauffeur. « Tiffany, chérie, ne sois pas comme ça. Nous avions un plan. » « J'avais un plan pour sortir avec un homme riche. Tu n'es qu'un homme avec une femme riche qui te déteste. Je m'en vais. Efface mon numéro. Preston. » Le taxi l'a déposé à un coin de rue dans le Queens, à 10 pâtés de maison de son appartement, car il ne pouvait pas payer la totalité de la course avec la carte qu'il avait sur lui. Il a parcouru le reste du chemin sous une pluie battante. Lorsqu'il est enfin arrivé à la porte de son appartement, trempé et frissonnant, sa clé ne tournait pas dans la serrure. Il l'a secouée. Rien. Il a frappé à la porte. Un morceau de papier était collé au cadre de la porte à hauteur des yeux. C'était une note du concierge de l'immeuble. Serrure changée à la demande du propriétaire. Contactez la direction. La propriétaire, Geneviève, elle ne l'avait pas seulement expulsé du gala. Elle l'avait expulsé de son appartement. Il s'est laissé glisser contre la porte et s'est assis sur le sol sale du couloir, vêtu de son smoking Tom Ford ruiné. Il se souvint de l'enveloppe blanche dans sa poche, les doigts tremblants et engourdis. Il l'ouvrit. Ce n'étaient pas les papiers du divorce. C'était bien pire. C'était un document unique à l'entête d'Archer & Co., son employeur. C'était un avis de licenciement immédiat pour faute grave et violation des règles éthiques de l'entreprise. Agrafé derrière, il y avait un deuxième document, un audit comptable judiciaire de ses notes de frais des 3 dernières années, chaque dîner avec un client gonflé, chaque voyage d'affaires qui était en fait une escapade le week-end avec Tiffany, chaque reçu falsifié, tout y était, surligné en jaune. Le montant total de la fraude s'élevait à plus de 85 000 $. Sous le total, une note était écrite en élégante écriture cursive. Mon équipe a trouvé ces documents lors d'une vérification préalable de Archer & Co. Nous avons racheté votre entreprise cet après-midi. Preston, vous êtes licencié et mes avocats vous contacteront au sujet du remboursement. G. Il fixa le papier jusqu'à ce que les mots se brouillent. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu sa maison. Il avait perdu son emploi. Et maintenant, il faisait face à des accusations criminelles de fraude. Tout cela orchestré par la femme qu'il croyait trop stupide pour remarquer qu'il avait une liaison. Preston Jackson, l'homme qui pensait détenir un billet de loterie gagnant, réalisa qu'il détenait en fait un bâton de dynamite et que Geneviève venait d'allumer la mèche. Il se prit la tête entre les mains et se mit à rire, un rire hystérique et saccadé qui résonna dans le couloir vide.
Il avait voulu vivre comme les riches. Il était maintenant sur le point de découvrir exactement ce qu'il en coûtait de les trahir. Le lendemain du gala, ce ne fut pas un réveil difficile. Ce fut un réveil brutal. Preston Jackson se réveilla avec une odeur de litière pour chat et d'eau de bain éventée. Il était allongé sur un canapé jaune moutarde bosselé dans un appartement en sous-sol à Jersey City. C'était le domaine de Gary, un copain de fac avec lequel Preston n'avait pas parlé depuis 3 ans parce que Gary était, selon les propres mots de Preston, un risque pour son image. Gary avait 34 ans, travaillait dans un magasin de cigarettes électroniques et son idée de la décoration intérieure consistait en une pyramide de canettes de Mountain Dew vide sur le rebord de la fenêtre. Preston essaya de s'asseoir, mais il avait l'impression d'avoir un marteau-piqueur derrière les yeux. Son smoking, le chef-d'œuvre en velours de Tom Ford, qui lui avait coûté une 2e hypothèque, était froissé dans un coin, taché de boue et d'eau de rue. On aurait dit un animal mort. « Tu es réveillé », dit Gary en sortant de la cuisine, vêtu uniquement d'un boxer et en train de manger une Pop-Tart. « Mec, tu fais le buzz. » Preston gémit et tendit la main vers son téléphone. L'écran était fissuré depuis qu'il l'avait fait tomber dans le taxi, mais il pouvait encore voir les notifications. Il y en avait des centaines, non, des milliers. Il ouvrit Twitter. Le premier hashtag était #GalaCrasher. Le deuxième était Preston Jackson is over. Il cliqua sur un lien de la page 6. Le titre criait « Trompé et largué, le financier qui a tenté d'escroquer les quartiers Vanderhilt ». Il y avait des photos. Oh mon Dieu, les photos. L'une d'elles le montrait en train d'être escorté hors de la jetée par les agents de sécurité, le visage déformé par la terreur. Une autre le montrait debout sous la pluie, criant après le chauffeur de taxi, ressemblant à un rat noyé dans son manteau de velours mouillé. Mais la pire était une comparaison côte à côte. Geneviève, majestueuse et intouchable dans ses diamants sur scène. À côté, Preston, en sueur et désespéré près des portes de la cuisine. La légende disait « Quand vous commandez un milliardaire sur Wish versus, qu'est-ce qui arrive? Je vais les poursuivre en justice », a déclaré Preston d'une voix rauque et sèche. « Je vais tous les poursuivre. » Liel, diffamation. « Est-ce que de la diffamation si c'est vrai? » a demandé Gary, en projetant des miettes. « Je veux dire, l'article dit que tu l'as trompé avec une mannequin Instagram nommée Tiffany qui vend du thé détox. Est-ce vrai? » Preston lui lança un oreiller. « C'est compliqué, Gary. Tu ne comprends rien à la haute finance ni aux pressions de mon monde, n'est-ce pas? » La haute finance, Gary ricana. « Eh bien, ton monde est en train de te ridiculiser sur TikTok. Regarde ce remix de ton expulsion sur une musique de clown. Il a été vu 2 millions de fois. » Preston l'ignora. Il avait besoin d'un plan. Il devait passer à l'offensive. Geneviève l'avait humilié, l'avait mis à la porte de chez lui et l'avait ridiculisé aux yeux du monde entier. Mais elle avait commis une erreur tactique. Elle était riche, incroyablement riche. Et à New York, le mariage était un contrat. Elle s'est jouée de moi, marmonna Preston, en faisant les 100 pas dans la petite pièce, vêtue d'un pantalon de survêtement emprunté, trop court pour ses jambes. Elle a caché ses actifs. C'est de la fraude. Je suis son mari. J'ai droit au style de vie qu'elle pouvait réellement se permettre, pas à celui qu'elle prétendait avoir. Je vais prendre la moitié. Je vais prendre la moitié de tout. Il passa les 4 heures suivantes à passer des coupes de fil. Il commença par le haut. Il appela WTEL, Lipton, Rosen et Katz. Il appela Cravat. Il appela l'avocat spécialisé dans les divorces qui représentait les célébrités de premier plan. Les conversations étaient toutes identiques. « Jackson, laissez-moi vérifier notre base de données des conflits. »« Ah oui, je crains que nous ne puissions pas vous représenter, Monsieur Jackson. Pourquoi? Nous représentons le Vanderhilt Family Trust. Et votre associé? Tout le cabinet est engagé. Elle n'avait pas seulement engagé un avocat. Elle avait construit un pare-feu autour de Manhattan. Tous les requins du bassin étaient déjà à son service. À 14 heures, désespéré et sous adrénaline, Preston se retrouva dans un centre commercial à Weehawken, dans le New Jersey, coincé entre un pressing et un magasin d'alcool à prix réduit. L'enseigne sur la porte vitrée indiquait « Barry Blott et associé, dommages corporels, divorce, conduite en état d'ivresse. » Barry Blott ressemblait exactement à son bureau. Il sentait l'eau de Cologne bon marché et le désespoir.
C'était un petit homme en sueur, avec une mèche rabattue qui défiait les lois de la physique et un costume en polyester qui avait connu des jours meilleurs. Alors, si je comprends bien, dit Barry en se calant dans une chaise qui grinçait sous son poids, votre femme est Geneviève Vanderhilt. La Vanderhilt, et vous ne le saviez pas? Elle m'a menti. Barry, pendant 5 ans. Preston frappa du poing sur le bureau en formica. Elle prétendait être bibliothécaire. Elle me faisait tout payer. Nous vivions dans un appartement minuscule dans le Queens, alors qu'elle était assise sur des milliards. C'est de la cruauté émotionnelle. C'est un piège financier. Les yeux de Barry s'illuminèrent. Il vit des dollars. Pas des millions, peut-être, mais assez pour rembourser ses dettes de jeu. C'est un cas, déclara Barry en pointant un doigt boudiné vers Preston. C'est une excellente affaire. Nous allons contre-attaquer. Nous allons prétendre que vous avez été victime d'une incitation frauduleuse au mariage. Nous allons exiger une pension alimentaire, 10 000 voire 15 000 $ par mois pour maintenir le train de vie que vous auriez dû avoir. Nous allons y aller à fond. Exactement, dit Preston, sentant son ancienne arrogance revenir. Elle pense pouvoir se débarrasser de moi. Je suis Preston Jackson. Je conclus des affaires. Rédigeons les documents. Ils passèrent entre l'après-midi à rédiger une plainte ridicule et grandiloquente. Ils réclamèrent 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Ils réclamèrent le penthouse. Ils réclamèrent des excuses publiques. C'était une lettre de suicide rédigée en langage juridique. Mais Preston était trop aveuglé pour s'en rendre compte. 2 jours plus tard, la réponse arriva. Ce n'était pas une lettre, c'était un colis lourd livré par coursier. À l'intérieur se trouvait une convocation à une déposition au cabinet d'avocats Vance, Jackson et Hilt. Tu vois, se réjouit Preston à Gary. Ils ont peur, ils veulent conclure un accord. Ils savent que je les ai acculés. Il enfila son seul costume restant, un costume bleu marine qu'il avait laissé au pressing il y a plusieurs semaines et qu'il avait miraculeusement récupéré, puis il se rendit en ville. Il marchait la tête haute. Il allait sortir de cette réunion en homme riche. Les bureaux de Vance, Jackson et Hilt occupaient les 10 derniers étages d'un gratte-ciel en verre à Hudson Yards. Le hall d'entrée était orné d'une cascade. Les réceptionnistes ressemblaient à des mannequins. Preston fut conduit dans une salle de conférence plus grande que l'immeuble entier de Gary. La table était un bloc de bois d'acajou qui semblait s'étendre sur des kilomètres. La vue sur l'Hudson était à couper le souffle. Geneviève n'était pas là. Assise en bout de table se trouvait une femme qui semblait sculptée dans le granit. Elle avait des cheveux gris acier coupés en carré, des lunettes sans monture et un tailleur qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Preston. C'était Eleanor Vance, la dame de fer du droit matrimonial. Elle ne perdait jamais. Elle anéantissait. À côté d'elle étaient assis 3 associés juniors, tous tapant frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Barry Blott, assis à côté de Preston, semblait soudain très petit et très insignifiant. Il transpirait abondamment. « Monsieur Jackson, dit Eleanor. » Elle ne se leva pas, elle ne lui tendit pas la main. Sa voix était glaciale. « J'ai lu votre dossier haut en couleur. C'est une œuvre de fiction fascinante. »« C'est la vérité, » s'écria Preston, essayant de paraître confiant. « Ma femme m'a trompé. J'ai droit à une répartition équitable des biens matrimoniaux. »« Des biens ?» Eleanor haussa un sourcil parfaitement sculpté. « Parlons des biens, voulez-vous » Elle fit signe à l'un des associés qui fit glisser un épais éclasseur noir sur la table. Il atterrit avec un bruit sourd devant Preston. « Ouvrez-le à l'onglet, s'il vous plaît. » Preston ouvrit le classeur. C'était un relevé bancaire, son relevé bancaire. « Il s'agit d'un relevé du compte joint que vous partagiez avec Geneviève, » expliqua Eleanor. « Comme vous pouvez le constater, au cours des 3 dernières années, Geneviève a déposé exactement 60% de son salaire de bibliothécaire sur ce compte. Vous, en revanche, n'avez rien déposé. J'investissais, mentit Preston. Dans ma carrière. Onglet B, continua Eleanor sans lui prêter attention. Preston tourna la page. Des photos. Des dizaines de photos. Des photos de surveillance en haute résolution. Preston et Tiffany au restaurant. Preston et Tiffany entrant dans un hôtel à Miami. Preston achetant un bracelet Cartier à Tiffany. Le reçu était agrafé à côté de la photo. Vous avez dépensé 42 000 $ de fonds conjugaux pour Miss Tiffany Miller au cours des 18 derniers mois, a déclaré Eleanor. Sa voix ne variait pas.
Pendant que votre femme découpait des coupons pour faire les courses, vous achetiez des bracelets à breloques pour une serveuse de cocktail. Preston sentit le sang se retirer de son visage. Nous étions séparés dans nos cœurs. Le mariage était mort. Ongletti, Eleanor a dit, sa voix baissant d'une octave. Et c'est là que ça devient intéressant. Preston a tourné la page. Il a arrêté de respirer. C'était un document à en tête Archer & Co., son employeur. Il était intitulé « Enquête interne sur les fraudes ». Tous les rapports de dépenses qu'elle avait falsifiés s'y trouvaient. Tous les dîners avec des clients qui étaient en réalité des rendez-vous avec Tiffany. Tous les surclassements de vol qu'il avait facturés à l'entreprise. Le total était entouré à l'encre rouge. 450 $. Mon client a racheté Archer & Company il y a 3 jours, dit Eleanor en se penchant en avant. Un sourire prédateur effleura ses lèvres. Saviez-vous que Geneviève n'avait pas seulement acheté une robe pour le gala? Monsieur Jackson, elle a acheté votre patron. Elle est propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce qui signifie qu'elle est propriétaire de cet audit. Preston regarda Barry. Barry fixait le plafond, faisant semblant d'être invisible. Nous avons ici suffisamment d'éléments pour une mise en accusation pour crime, dit Eleanor avec désinvolture. Vol qualifié, fraude électronique, détournement de fonds. Dans l'État de New York, compte tenu du montant, vous risquez au minimum 3 à 7 ans dans un pénitencier d'État. La pièce devint silencieuse. Les seuls bruits étaient le ronronnement de la climatisation et les battements du cœur de Preston. La vue sur le fleuve ressemblait soudain à des barreaux de prison. Cependant, dit Eleanor en ouvrant son propre dossier, Geneviève se sent miséricordieuse. C'est peut-être de la nostalgie. Elle fit glisser une feuille de papier sur le bureau en acajou. Il s'agit d'un jugement de divorce non contesté. Il stipule que vous renoncez à tous vos droits à une pension alimentaire. Vous renoncez à toutes vos prétentions sur la succession Vanderhilt. Vous acceptez que le mariage soit dissous en raison de votre adultère. Et vous signez un accord de confidentialité vous empêchant de jamais parler à nouveau de la famille, du gala ou de Geneviève. Preston fixa le papier du regard. « Et si je signe, si vous signez, dit Eleanor, Geneviève renoncera à porter plainte pour détournement de fonds chez Archer & Co. Vous serez licencié pour motif valable avec effet immédiat, mais vous n'irez pas en prison. L'audit sera enterré. Et si je ne signe pas, j'appellerai le procureur. Il est en numérotation rapide. Il attend mon appel à 15 âges, dit-elle en regardant sa montre en platine. Vous avez 4 minutes. Preston regarda Barry. Signez, murmura Barry d'une voix tremblante. Signez tout de suite, idiote. Je ne peux pas vous éviter la prison pour ça. C'est imparable. Preston regarda Eleanor. Me déteste-t-elle à ce point? Eleanor ferma son dossier. Elle le regarda, non pas avec haine, mais avec une profonde et écrasante indifférence. Monsieur Jackson, elle ne pense pas du tout à vous. Vous étiez un mauvais investissement. Elle réduit simplement ses pertes. C'est ce que font les gens intelligents. Preston prit le stylo. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine le tenir. Il avait l'impression de signer son propre arrêt de mort, mais ce n'était en réalité que la nécrologie de l'homme qu'il pensait être. Il griffonna son nom. Preston Jackson. Sage décision, dit Eleanor en lui arrachant le papier avant que l'encre ne soit sèche. La sécurité vous raccompagnera. Oh, et Monsieur Jackson! Preston s'arrêta devant les lourdes portes vitrées. Un homme brisé. Essayez de rembourser les 87 000 $ à terme, dit Eleanor en se retournant vers son ordinateur portable. Le fisc peut être très désagréable quand il s'agit de revenus non déclarés. Preston sortit du bureau et entra dans l'ascenseur. Alors que celui-ci descendait à toute vitesse les 40 étages, ses oreilles se bouchèrent et la réalité s'imposa à lui. Il était entré en pensant qu'il était un loup venu manger les moutons. Il repartait en mouton qui venait d'être tondu, écorché et laissé au loup. Il sortit dans la rue. Il pleuvait à nouveau. Il semblait toujours pleuvoir maintenant. Il consulta son téléphone. Un SMS de Gary. « Mauvaise nouvelle, mon pote. Le propriétaire a vu les infos à ton sujet. Il dit « Tu ne peux pas rester ici. Ne reviens pas. » Preston Jackson se tenait au coin de la 34e rue, regardant les limousines glisser sous la pluie, réalisant que pour la première fois de sa vie, il était vraiment complètement libre, et que c'était le sentiment le plus terrifiant au monde. 6 mois, ce n'est pas long à l'échelle de l'univers,
Mais dans la vie de Preston Jackson, c'était une éternité. C'était la différence entre un bureau d'angle à Manhattan et un stand de voiturier exposé au courant d'air dans le parking du Prime Cut. Un steakhouse de milieu de gamme à Saucus. Dans le New Jersey, l'hiver était arrivé avec vengeance. Le vent qui soufflait sur la rivière Hackensack était humide et glacial, transperçant le gilet rouge en polyester bon marché que Preston était obligé de porter. Il était 2 tailles trop grand et flottait de manière humiliante autour de son torse. Mais la direction facturait 50 $ pour le remplacer. Et Preston n'avait pas 50 $. Hey, le nouveau, arrête de regarder ton téléphone et surveille la voie. Le cri venait de Marco, le chef d'équipe de 19 ans qui conduisait une Honda Civic avec un aileron et traitait Preston comme un serviteur stupide. « Je regarde, Marco », marmonna Preston en enfonçant ses mains dans ses poches pour les empêcher de s'engourdir. Son téléphone, un iPhone 8 fissuré, dont la batterie était à plat, était sa seule fenêtre sur le monde dont il avait été banni. Il savait qu'il ne devait pas regarder. Il savait que c'était une autostimulation émotionnelle, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il ouvrit Instagram. Il n'eut pas à chercher longtemps. L'algorithme, aussi cruel soit-il, lui servit exactement ce qu'il redoutait le plus. Elle était là, Geneviève. Elle faisait la couverture du Vanity Fair de ce mois-ci. Le titre était simple, élégant et dévastateur. La philanthrope discrète. Comment Geneviève Vanderhilt redéfinit le pouvoir? Preston tapa sur la photo, zoomant jusqu'à ce que les pixels deviennent flous. Elle était radieuse. Fini la posture abachie qu'il avait critiquée pendant des années. Fini les cardigans trop grands qu'il trouvait démodés. Elle portait un tailleur en soie couleur crème et se tenait au centre d'un chantier de construction d'une nouvelle aile d'hôpital pour enfants, une aile qu'elle avait financée. Mais ce n'était pas le bâtiment qui donnait la nausée à Preston. C'était l'homme qui se tenait à côté d'elle. Il était grand, avait les cheveux poivre et sel et un visage aimable qui rayonnait d'une chaleur authentique. La légende l'identifiait comme Julian Thorpe, un architecte britannique renommé, connu pour ses conceptions durables. Sur la photo, Julian ne regardait pas l'appareil photo. Il regardait Geneviève et il la regardait comme un homme regarde quelque chose de précieux, avec respect, adoration et une concentration totale. Geneviève riait sur la photo. C'était un rire sincère, la tête renversée en arrière, les yeux plissés au coin. Preston fixait ce sourire. En 5 ans de mariage, il ne l'avait jamais fait rire ainsi. Il ne l'avait rendue que silencieuse. Il avait passé une demi-décennie à essayer d'éteindre sa lumière afin que son propre feu d'artifice bon marché brille davantage, sans jamais réaliser qu'il se tenait à côté du soleil. « Hé, terre à idiot !» Un coup de klaxon strident brisa sa transe. Une élégante Bentley Continental GT noire obsidienne s'était arrêtée au bord du trottoir. Le moteur ronronnait d'un grondement grave et menaçant qui faisait vibrer la poitrine de Preston. C'était une machine magnifique, le genre de voiture que Preston avait l'habitude d'avoir sur son tableau de visualisation. Il se précipita vers le côté conducteur, enfilant son masque professionnel. « Bienvenue dans le monde des privilégiés, monsieur. Je m'enregistre. » La vitre s'abaissa. Un souffle d'air chaud parfumé d'une eau de Cologne coûteuse et de cuir frappa le visage figé de Preston. Preston se figea, assis sur le siège arrière, tapotant sur une tablette. Était Gerald Fordis. Le cœur de Preston martelait contre ses côtes. Ford était l'associé gérant qui l'avait snobé lors du gala. L'homme qui avait dit « C'est audacieux de votre part d'être ici ». La panique saisit Preston à la gorge. Si Fordyce le reconnaissait, s'il voyait le directeur financier disgracié trembler dans son gilet de voiturier, Preston ne pensait pas pouvoir survivre à la honte. Il se prépara à essuyer les railleries, les moqueries, les rires cruels. Ford leva les yeux, son regard froid et perçant balaya Preston. Il regarda le gilet rouge. Il regarda le badge qui indiquait simplement « Preston ». Il regarda Preston droit dans les yeux, puis détourna le regard. « Gardez-la à proximité », dit Fordyce d'un ton dédaigneux, en tendant un billet de 20 $ tout neuf à travers la vitre sans établir de contact. « Et ne modifiez pas les réglages du siège. Je déteste quand vous touchez au soutien lombaire. » Il ne le reconnut pas. Pour un homme comme Gerald Ford, Preston n'était pas un rival déchu. Il n'était pas un exemple à ne pas suivre. Il faisait simplement partie du décor. Il était un meuble. Il était un fantôme. « Oui, monsieur », murmura Preston, la voix tremblante, non pas à cause du froid,
mais à cause du poids écrasant de sa propre insignifiance. Ford sortit, boutonna son manteau en cachemire et disparut dans la chaleur du restaurant sans se retourner. Preston grimpa dans le siège conducteur de la Bentley. Il ferma la porte, s'enfermant dans ce cocon luxueux. Le silence fut instantané. Le monde extérieur, le vent, Marco qui criait, la neige fondue sur la route, tout disparut. Il agrippa le volant en cuir. Il était chaud. Le tableau de bord brillait d'une douce lumière ambiante. Ça sentait le succès. Elle sentait la vie qu'il avait essayé de voler. Il passa la première pour se garer, mais il ne démarra pas. Il resta simplement assis là. Il regarda son reflet dans le rétroviseur. Son visage était émacié. Il avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés pour 40 $ la séance, étaient ébouriffés par le vent et clairsemés. Il repensa aux billets de loterie gagnants qu'il avait conservés pendant 5 ans. Il repensa aux nuits où il avait laissé Geneviève seule pour aller courir après le statut social avec Tiffany. Il repensa à la façon dont il avait traité sa femme d'ennuyeuse, de fade, de beige. Elle ne s'était pas cachée. Il le comprenait maintenant. Elle avait attendu. Elle avait attendu qu'il devienne un homme digne de la vérité. Elle n'avait pas besoin qu'il soit riche. Elle était assez riche pour eux deux. Elle n'avait pas besoin qu'il soit puissant. Elle commandait des armées d'avocats. Elle avait juste besoin qu'il soit vrai. Et il avait choisi les paillettes. Il avait choisi le mensonge. Une seule larme coula de l'œil de Preston, chaude et piquante sur sa joue froide. Puis une autre. Il posa son front contre le volant de la voiture d'un autre homme dans un parking de New Jersey et finit par laisser échapper un sanglot rauque et brisé. Il était entré dans ce gala des diamants en pensant qu'il était la chose la plus rare dans la salle. Il réalisait maintenant qu'il n'était qu'un emballage bon marché, jeté et froissé dans le caniveau, tandis que le vrai diamant brillait quelque part loin, très loin, complètement hors de sa portée. Et c'est là la tragique chute auto-infligée de Preston Jackson. Il a passé sa vie à courir après l'apparence de la richesse, sans jamais se rendre compte que la richesse ultime, la loyauté, l'amour et les liens authentiques l'attendaient chez lui dans un pantalon de survêtement. Geneviève n'a pas détruit Preston. Elle l'a simplement laissé se détruire lui-même. Elle lui a donné la corde et sa propre cupidité a fait le nœud. C'est un rappel brutal. Quand on se marie pour l'argent, on gagne chaque centime. Mais quand on se marie pour l'amour et qu'on le trahit pour le statut social, on finit par ne rien avoir. Qu'en pensez-vous? Geneviève est-elle allée trop loin en l'humiliant publiquement ou Preston a-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire de karma et de justice, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune histoire. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que tout ce qui brille n'est pas or. Et parfois, la personne la plus discrète dans la pièce est celle qui détient toutes les cartes.